Le 12 juillet 1971, près de la ville de Galveston, il y a une équipe de travailleurs qui ont comme projet de peindre le pont du Pelican Island Bridge. Il est environ 10 heures du matin quand l'un des peintres a aperçu quelque chose au loin, quelque chose qui flottait et qui se cognait contre le pont dans l'eau. Ça faisait un bruit. Tonk, tonk, tonk. Plus ils se sont approchés, plus les travailleurs ont découvert que ce n'était pas un objet en tant que tel, mais bien une tête humaine qui flottait à la surface de l'eau. Sur place, les policiers ont immédiatement identifié le corps. C'était la jeune Brenda Jones de 14 ans qui avait disparu la veille. Malheureusement, cette histoire extrêmement troublante n'est qu'une petite anecdote dans ce que je vais vous raconter aujourd'hui. C'est vraiment la pointe de l'iceberg parce qu'aujourd'hui, je vais vous parler d'un phénomène de tueurs en série. On peut voir plusieurs victimes, plusieurs suspects potentiels et plusieurs familles dans le deuil, malheureusement. Donc, restez là pour connaître la suite. Allô Internet! Aujourd'hui, je vais vous parler des Texas Killing Fields, qui est une affaire très connue aux États-Unis. Effectivement, entre 1970 et les années 2000, il y a environ une trentaine de corps qui ont été retrouvés près de l'autoroute I-45, donc le Interstate Highway 45. Et je vous mentirai pas, ça a été vraiment difficile de faire une vidéo sur ce sujet-là à cause du nombre élevé de victimes. Donc, je veux vraiment parler le plus possible de chaque victime. Ce que je vais tenter de faire là, en ordre chronologique, du moins nommer leur nom. Pas les 30, là, mais la plupart des victimes, je vais en parler. Mais aussi, il y a eu plusieurs suspects qui se sont succédés au fil des années, donc je vais parler de ces hommes-là également. Faut garder en tête que pour chacun des meurtres ou des disparitions, les femmes ont disparu près de l'autoroute I-45 ou ont été retrouvées près de l'autoroute. Mais tu sais, on peut parler de plusieurs kilomètres de distance, mais quand même, on va garder ça en tête. Là, je vais pas nommer à chaque fois que je vais parler d'une victime son rapport à l'autoroute. Tu sais, bon, c'est à tant de mètres de l'autoroute. Ah bon, mais son père travaillait sur l'autoroute. Tu sais, je vais pas le mentionner à chaque fois, mais c'est quand même bon de garder ça en tête. Donc, les questions qu'on va se poser, est-ce qu'on a affaire à un seul tueur en série ou plusieurs? Est-ce que toutes les victimes sont reliées? Est-ce que ce sont plutôt des meurtres d'opportunité? Bref, on va parler de ça aujourd'hui. Ça risque d'être une vidéo assez longue, donc allez vous chercher un thé, un verre de vin, allumez-vous une petite bougie et on part. Avant de continuer, je veux parler de notre sponsor du jour, NordVPN. NordVPN, que je trouve tellement cool parce qu'ils me sponsor since day one. Ils ont toujours été là dans mes vidéos les plus controversées. Bon, je fais pas des vidéos très controversées, mais c'est difficile pour des marques de s'associer à du true crime. Puis NordVPN, ils ont toujours été partants, super facile. Puis ils sponsorisent beaucoup de podcasts, beaucoup de chaînes YouTube. Et ça, on aime ça, des compagnies qui vont encourager des créateurs indépendants. Donc en plus d'être le VPN le plus rapide sur la planète, NordVPN est un service qui offre plusieurs avantages non négligeables. Premièrement, bien entendu, il y a les avantages commerciaux. Donc, NordVPN vous protège contre les logiciels malveillants, le phishing et les publicités. Et tout ça aide grandement à contribuer à votre sécurité en ligne. Un autre avantage, c'est que NordVPN détecte les boutiques en ligne qui sont frauduleuses. Je crois qu'honnêtement, il n'y a personne qui est à l'abri de ces fraudes, de ces scams sur Internet, des boutiques qui semblent legit, mais finalement pas du tout. Quand tu mets ton numéro de carte de crédit, il est déjà trop tard, tu t'es fait attraper. Fait que NordVPN est là pour nous protéger. Et finalement, NordVPN procure une surveillance dark web. Donc, si jamais un hacker décide de vendre vos données sur le dark web, NordVPN va vous avertir. Donc oui, bien sûr, c'est aussi le fun d'avoir NordVPN pour regarder des nouvelles émissions, des nouveaux films sur d'autres plateformes de streaming qu'on n'a pas dans notre pays. C'est aussi cool quand vient le moment d'acheter des billets d'avion en ligne. Quand tu changes de pays, parfois les prix vont être vraiment moins chers. Ça vaut la peine. Tu sais, quand ça fait plusieurs fois que tu regardes le même billet d'avion, ben c'est comme Internet va te le proposer beaucoup plus cher. Là, c'est une technique pour te faire payer plus cher finalement. Mais avec NordVPN, tu peux vraiment contourner cette petite
astuce malveillante. Donc, votre confidentialité, c'est définitivement la priorité de NordVPN. En ce moment, NordVPN offre une promotion pour mes abonnés. Donc, lorsque vous prenez le plan de 2 ans, vous obtenez 4 mois supplémentaires gratuits en plus d'un gros rabais. Utilisez mon code promo Victoria Charlton VPN ou cliquez sur le lien dans la barre de description, le lien que je vais mettre juste ici. Et profitez-en car l'offre est limitée. Et sans plus attendre, lançons-nous dans la vidéo. This is not a test. Colette Wilson, 13 ans. C'est le 17 juin 1971 que la première victime connue va disparaître. On parle de Colette Wilson de 13 ans qui a disparu dans la ville de Alvin, au Texas, alors qu'elle attendait debout près de l'autoroute I-45. Donc avant toute chose, j'aimerais vous parler de l'autoroute I-45 justement qui semble être le point commun de toutes ces disparitions et de tous ces meurtres. Le Interstate 45 relie carrément 2 des plus grosses villes aux États-Unis, Dallas et Houston. Ce sont carrément des métropoles. C'est vraiment important de dire ça. Puis il faut savoir que de 1970 à 2000, Houston est passé de la 6e plus grosse ville aux États-Unis à la 4e plus grosse ville. Vraiment, tout a explosé en une trentaine d'années. Et l'autoroute passe par plusieurs endroits importants de la ville, donc le campus de l'Université de Houston, elle traverse des quartiers industriels, des magasins, des concessionnaires automobiles, des centres commerciaux et même qu'elle traverse le Johnson Space Center, a.k.a. la NASA. Et il faut savoir, étant donné que l'autoroute passe par différentes villes, différents comtés, il y a différents corps de police qui vont prendre en charge tous les meurtres. Et ça, on va en parler un peu plus tard parce que c'est quand même important au niveau de l'enquête. Si on a plusieurs corps de police qui enquêtent sur des meurtres, mais aucun des corps de police ne se parle, c'est possible que ça prenne du temps avant qu'une affaire soit résolue. Et c'est pourquoi, probablement, que cette affaire n'est pas résolue aujourd'hui. Aussi, on va voir que plusieurs des meurtres ont eu lieu dans la ville de Galveston, dans le sud du Texas. Galveston, c'est en fait une île dans le golfe du Mexique. Et à l'époque, Galveston était vraiment reconnue comme étant une ville de party. Tu sais, les gens se déplaçaient sur cette île, dans cette ville, pour faire la fête. Mais même avant ça, un fait intéressant, l'île de Galveston a été victime d'un ouragan dans l'année 1900. Qui a fait 8000 morts. Hey, c'est assez important. Mais ça fait longtemps, tu sais, ça fait plus de 100 ans. Fait que c'est sûr que ça semble loin. Mais une catastrophe naturelle qui fait 8000 morts, il n'y en a pas tant que ça. En fait, je viens de lire, là, ça a été la catastrophe naturelle la plus meurtrière aux États-Unis encore à ce jour. Mais bon, bien après ça, l'île est devenue super tendance. Elle accueillait énormément de touristes, un peu comme Atlantic City. C'est sûr que ça s'est calmé aujourd'hui, mais elle est quand même restée une île super touristique, presque uniquement l'été aussi, faut le dire. Dans les années 70, la population de Galveston montait à 250 000 personnes sur l'île durant la saison haute. Mais après ça, la ville avait seulement une population de 60 000 habitants. Voilà, donc on parle d'une ville tranquille, sécuritaire en saison basse, mais en saison haute, c'est une ville bondée de monde qui devient un peu moins sécuritaire, justement. Mais bon, on va revenir à nos moutons. On a Colette Wilson, de 13 ans, qui disparaît. Après l'école, il y a son instructeur de musique qui l'avait laissé sur le bord de la route, sur un coin de rue, en attendant que la mère de Colette vienne la chercher. Ça a pris en tout 6 minutes. Donc, son instructeur l'a déposé au coin de la rue, puis 6 minutes avant que la maman de Colette arrive. Mais c'était déjà trop tard, Colette a disparu. Dès les premiers instants, la mère de Colette savait très bien que quelque chose clochait. Elle a appelé la police qui, évidemment, vous savez, comme dans plusieurs histoires de ces années-là, la police n'a pas pris la disparition de Colette au sérieux. Donc, c'est les années 70, la police pense immédiatement « Ah, il s'agit d'une fugue, votre fille va rentrer ».
mais la famille de Colette sait très bien qu'elle n'a pas fugué. Donc des recherches sont vite entamées du bord de la famille, donc des appels aux amis, on fait le tour des hôpitaux, des battues dans les bois, vraiment, ils n'ont pas attendu avant de passer à l'acte, ils n'ont pas attendu les policiers. Le père de Colette a bien vite annoncé qu'il offrait une récompense de 10 000 $ contre toute information permettant de retrouver la jeune femme, la jeune fille, mais ça n'a rien donné. Brenda Jones, 14 ans. Même pas un mois après la disparition de Colette, le 12 juillet 1971, il y a un corps qu'on retrouve dans l'eau en train de flotter près du Pelican Island Bridge, l'histoire du début de la vidéo. La jeune femme retrouvée dans l'eau avait la peau noire, elle était nue et elle avait les poignets et les chevilles attachés à l'aide d'un lacet. Et dans sa bouche se trouvaient ses propres sous-vêtements. C'est tellement sadique tout ça, et en plus de ça, très étrange, durant l'autopsie, on a découvert que les sous-vêtements qui avaient été placés dans la bouche de la victime, ça a été fait après sa mort, donc c'était même pas pour l'empêcher de crier, on sait pas pourquoi la personne a fait ça, mais c'est cruel, c'est glauque, c'est sadique. Bref, la victime a été assassinée par strangulation manuelle et la police l'a vite identifié, Brenda Jones de 14 ans qui avait disparu la veille, soit le 11 juillet. Puis imaginez les parents de Colette. T'entends aux nouvelles, t'apprends dans le journal, il y a le corps d'une adolescente qui a été retrouvée. Tu dis, ça y est, c'est notre fille est décédée, on l'a retrouvée morte. Mais non, tu te rends compte plus tard que c'est même pas ta fille qui a été retrouvée. C'est fou, là. Donc, la jeune Brenda a disparu le 11 juillet. Après la messe, elle a décidé d'aller rendre visite à sa tante à l'hôpital. Donc, elle a pris un autobus aller-retour et sur le chemin du retour, le chauffeur a affirmé avoir débarqué Brenda très près de chez elle, là, devant son école. Elle n'était qu'à quelques mètres de sa maison, mais elle ne s'est jamais rendue. La police a été appelée, mais ils ont averti la famille Jones qu'il allait attendre un bon 24 heures avant de signaler officiellement la disparition de Brenda. Mais ils se sont même pas rendus là parce que dès le lendemain matin, la police est allée cogner chez les Jones pour leur annoncer que leur fille avait été retrouvée morte. Donc là, c'est inquiétant. On parle de 2 adolescentes qui disparaissent en moins d'1 mois. Il y en a une des 2 qui est retrouvée morte. Fait qu'on essaie vite de voir est-ce qu'il y a un lien entre ces 2 filles-là. On sait que les 2 adolescentes jouaient d'un instrument de musique. C'est un lien entre les 2. Mais, bon, on parle des années 70 aux États-Unis, mais on parle d'une adolescente noire puis une adolescente blanche. Fait que pour le public, pour les policiers, ils sont comme, ben non, c'est impossible que les 2 filles soient reliées, c'est même pas des filles de la même couleur de peau. C'est, bon, la mentalité de l'époque, mais on fait pas de lien, justement, entre ces victimes-là. Renee Johnson, 14 ans, et Sharon Shaw, 13 ans. Moins d'1 mois après la découverte du corps de Brenda Jones, soit le 4 août 1971, il y a 2 autres adolescentes de 13 et 14 ans qui disparaissent. Renee Johnson et Sharon Shaw se sont rendues cette journée-là à l'école de ski nautique du coin, mais sont vite ressorties du commerce parce qu'il n'y avait pas de cours qui se donnaient cette journée-là. On les a ensuite vues marcher sur une petite route qui menait à la plage, mais après ça, on les a plus jamais revues. Gloria Ann Gonzalez, 19 ans. Nous sommes maintenant rendus à 4 disparitions de jeunes femmes en 3 mois, toutes des belles jeunes femmes dans la fleur de l'âge, innocentes, qui disparaissent sans laisser de traces. Il y a un sentiment de panique qui commence à s'installer sur les lieux. Tu sais, Galveston, c'est normalement une ville tellement tranquille, tellement sécuritaire. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on doit faire pour se protéger? 2 mois après les disparitions de Renee et Sharon, on est maintenant rendu au mois d'octobre, soit le 28 octobre, et Gloria Ann Gonzalez, cette fois-ci âgée de 19 ans, disparaît de son appartement à Houston et c'est sa colocataire qui a signalé sa disparition. Debbie Ackerman, 15 ans, et Maria Johnson, 15 ans. C'est vraiment quand Debbie et Maria ont disparu que là, on s'est rendu compte que quelque chose clochait. Là, ça faisait énormément de disparitions en peu de temps. Est-ce qu'on avait affaire à un tueur en série? Donc, le 15 novembre 1971, on n'est même plus dans la saison touristique du tout. Il y a Debbie et Maria, toutes les 2 âgées de 15 ans, qui ont été aperçues par des amis pour la dernière fois.
Donc, les deux filles se sont faites voir par des amis. Les deux amis leur ont demandé « Hey, qu'est-ce que vous faites? » Les filles ont répondu « Rien. » Et quelques minutes plus tard, on a vu Debbie et Maria en train de faire de l'autostop. Et on les a vus monter à bord d'une vanne blanche conduite par un homme. Un fait important là, qu'on a remarqué, c'est que derrière la vanne, il y avait un autocollant, un sticker d'un signe de peace. Et les fenêtres arrière étaient comme... bloqué, ou plutôt on voyait rien à cause qu'il y avait des rideaux là, qui bloquaient la vue. Quand les parents des deux filles ont réalisé que leur fille avait disparu, elles ont appelé la police qui ont émis un BOLO qu'on appelle, donc Be on the Lookout, donc gardez l'œil ouvert. Il y a deux filles, deux adolescentes qui ont disparu. Mais là, 2 jours plus tard, toute cette affaire va prendre une tournure très tragique. Le 17 novembre, il y a un homme qui pêchait dans le Turner Bayou, près de Texas City, puis il a découvert un corps qui flottait dans l'eau. Le corps était celui d'une jeune femme aux cheveux longs et foncés. Elle ne portait qu'un soutien-gorge rose et une blouse marron, mais rien dans le bas du corps. Elle avait été tuée par balle dans le cou, et comme Brenda Jones, ses chevilles et ses poignets étaient attachés. Le corps a été identifié comme étant celui de Maria Johnson, qui avait disparu 2 jours plus tôt. En trouvant le corps de Maria, on se doutait de ce qui s'en venait pour Debbie, et malheureusement, en cherchant dans les alentours du bayou, il y a un autre corps nu qui a été trouvé. La victime était face contre le sol dans l'eau, et elle aussi, elle avait les chevilles et les poignets attachés par une corde noire, comme un lacet. La victime avait aussi été assassinée par balle, une balle dans son dos, et bien vite, on a identifié le corps comme étant celui de Debbie Ackerman. Mais là, tout ça est loin d'être terminé parce qu'on a encore 4 autres femmes de portée disparues. C'est pas rien, là, 4 femmes en quelques mois seulement, c'est très inquiétant. 5 jours plus tard, le 23 novembre, il y a un autre corps qui est retrouvé dans un lac près de Houston. En fait, c'est un homme, tu sais, avec un genre de détecteur de métal. Il y a toujours de ces gens-là quand on est à la plage. Il y a un homme qui a découvert un crâne en faisant ses recherches. Pas loin du crâne, on a retrouvé des vêtements et une bague où on a pu lire le mot « love ». Et selon ce qui a été retrouvé, on a pu identifier le corps de Gloria Ann Gonzalez, disparue 1 mois plus tôt. Mais là, écoutez, ça c'est très particulier. On a retrouvé plusieurs ossements, le crâne de Gloria Ann, ainsi que des dents. Et le médecin légiste a pu identifier chaque os comme étant des os qui appartenaient à Gloria Ann. Et quand là, on a comme inséré chacune des dents retrouvées dans son crâne pour dire, bon, c'est vraiment elle, il y avait une dent qui ne fitait pas, en fait, qui n'appartenait pas à Gloria Ann. Les recherches ont donc recommencé, qu'on a une dent qui appartient pas à la victime retrouvée. Qu'est-ce qui se passe? Et effectivement, durant les recherches, on a retrouvé une autre petite pile d'ossements, et pas loin de la pile, il y avait une autre petite bague avec le mot « Peace » décrit sur la bague. Encore une fois, tristement, immédiatement on a su de qui il s'agissait, c'était la petite Colette Wilson qui avait disparu quelques mois plus tôt. Au mois de janvier, les restes de 2 autres filles ont été retrouvés, encore une fois près du bayou, à l'est de l'autoroute I-45. Ces 2 hommes en chaloupe dans le bayou, ils se promenaient en chaloupe, et au loin, ils ont vu comme quelque chose flotter, et ils pensaient tout de suite que c'était une balle de volley-ball, mais non, quand ils se sont approchés, ils se sont rendus compte que c'était pas une balle du tout, c'était une tête humaine. 1 mois plus tard, le 17 février, il y a un autre corps qui a été retrouvé à quelques mètres du crâne humain qui avait été retrouvé. Bref, les 2 corps ont été identifiés comme étant ceux de Sharon Shaw et Renee Johnson. Le nombre de filles assassinées s'élevait maintenant à 7 personnes, un nombre très inquiétant quand tu considères la grosseur de la ville de Galveston. Bien sûr, les habitants de Galveston exigeaient, et les familles des victimes aussi, en fait, tout le monde exigeait qu'il se passe de quoi. On attendait que la police fasse un move, mais la police locale savait pas vraiment par où commencer, savait pas quoi faire parce que c'était la première fois qu'elle faisait affaire à autant de meurtres en peu de temps et qu'elle faisait possiblement affaire à un tueur en série, si c'est vraiment de ça qu'il s'agissait. Et même que la police locale a ouvertement admis n'avoir aucune idée
de ce qu'elle faisait ni de comment résoudre les meurtres. Et on essayait là, de faire des liens entre toutes les filles assassinées pour voir si justement c'était l'œuvre d'une seule personne. On s'est mis à appeler le tueur le Purple Passion Killer parce que chacune des victimes retrouvées portait quelque chose de violet sur elle. En même temps, je pense pas que la couleur violet motivait le tueur à commettre des meurtres. C'est sûr que c'était une simple coïncidence, mais en même temps, il y avait tellement un climat de peur qui régnait dans la ville et dans les alentours que les parents, carrément, ils laissaient plus leurs filles sortir. Et si les filles avaient le malheur de porter du violet, les parents leur disaient bien sûr d'aller se changer et en aucun cas, elles devaient sortir en portant quelque chose de violet. Suspect numéro 1, Michael Lloyd Self. En 1972, quand les corps de Ronnie Johnson et Sharon Shaw ont été retrouvés, il y a le jeune Michael Lloyd Self qui travaillait à la station-service du coin. Et Michael était reconnu comme étant le slow guy du coin. Là. C'est pas très gentil, mais on l'appelait Slow Mike. T'sais, il était pas super intelligent, pas super... Bon, c'est comme ça qu'il l'appelait. Et Michael avait vraiment un intérêt particulier pour les meurtres des deux femmes, là, Ronnie Johnson et Sharon Shaw. Tellement qu'il en parlait, les policiers, évidemment, se sont mis à s'intéresser à lui. T'sais, pourquoi il s'intéresse autant, lui, à ces deux meurtres-là? Mais là, en même temps, c'est pas super juste, parce qu'au départ, l'enquêteur Morris s'est intéressé à Michael parce qu'il le soupçonnait de lui avoir volé de l'essence, OK? Ça part de là. Bref, disons que l'enquêteur Morris avait comme une dent contre Michael. Donc, il a demandé à Michael de se rendre au poste de police et apparemment qu'en moins d'une demi-heure, Michael aurait confessé les meurtres de René et de Sharon. Mais selon d'autres employés du poste de police, c'était vraiment pas légal. Là, Michael était carrément menotté à une chaise et pendant des heures, l'enquêteur Morris gueulait après Michael pour le pousser à faire une confession. Même qu'à un moment, Morris, il menaçait Michael avec un bâton de golf, là, puis tu sais, il se frappait les paumes de la main comme ça pour lui faire peur, pour finalement le frapper au ventre. Tu sais, c'est l'affaire la plus illégale. En même temps, dans les années 70, ça me surprend pas, là. La police était très cow-boy, mais pas dans le bon sens. Bref, c'est après ça que Michael a confessé les meurtres, puis il aurait ensuite été arrêté formellement. Mais à part sa confession, il n'y avait vraiment aucune preuve contre Michael, et même sa confession n'avait comme aucun sens. Par exemple, Michael, il dit être allé chercher l'une des filles chez elle, ce qui est impossible car selon l'heure qu'il disait, les filles étaient déjà portées disparues. Fait que, tu sais, il se trompait dans l'heure. Un autre truc, c'est qu'apparemment, Michael aurait frappé les filles à la tête avec une bouteille de Coca-Cola en vitre, ce qui les aurait tuées. Mais encore là, ça se peut pas parce qu'il n'y a aucune des deux filles qui avait le crâne fracturé. Donc juste, encore là, ce détail-là ne concordait pas avec les faits. Bref, on parle de plusieurs erreurs très très importantes et je veux pas m'éterniser là, sur Michael Self, mais il y a eu un procès et malgré toutes ces grosses contradictions, Michael Self a été reconnu coupable du meurtre des deux filles et il a été envoyé en prison à vie. Et ce qui est le plus fâchant dans ceci, là, c'est que 3 ans plus tard, il y a l'enquêteur Morris qui a été arrêté et envoyé en prison pour un vol de banque armé, à main armée. C'est complètement fou. Puis en sachant ça, Michael Self il a fait une demande de libération conditionnelle en 1979. Hey, l'enquêteur, lui qui m'a arrêté, il fait ça. Mais ça n'a pas été accepté, malheureusement. En 1990, ça faisait maintenant 17 ans que Michael Self était en prison pour un meurtre qu'il n'avait très probablement pas commis. On a révisé son dossier et on a réalisé que, bien sûr, son arrestation avait été faite de manière très illégale, sans mandat, sans preuve. Finalement, en 1992, son dossier a été révisé et on a jugé que la décision de la Cour en 1972 était encore bonne. Donc, Michael resterait en prison. Là, je vous explique ça rapidement parce qu'on est vraiment loin d'avoir terminé la vidéo, mais tu sais, c'est quand même terrible, tu sais. Fait qu'on juge que cet homme-là a tué ces filles-là, même si c'est pas vrai, il est complètement innocent. Michael Lloyd Self est finalement mort en prison en 2000 pour un crime qu'il n'a pas commis. Et ça, on le sait parce que malgré son emprisonnement, les meurtres de l'autoroute I-45 ont continué. Donc, on va lui donner une probabilité de culpabilité à cet homme-là. Sur 10, combien croyez-vous qu'il est coupable de ces meurtres? Moi, je lui donne un gros
0 sur 10. Et continuons l'histoire. Kimberly Pitchford, 16 ans. Le 3 janvier 1973, alors que Michael Self attendait son procès en prison, il y a une autre adolescente qui va connaître une fin terrible. Kimberly Pitchford, de 16 ans, a quitté l'école pour aller à ses cours de conduite de 17 heures. À 18 heures, elle est sortie de ses cours de conduite, elle va disparaître immédiatement et il y a un rapport de disparition qui va être rempli. Le lendemain, il y a 2 adolescents qui marchaient sur un petit pont en bois sur la route rurale 65 quand ils ont aperçu quelque chose de noir qui cognait contre la clôture. Quand ils ont réalisé ce qu'ils voyaient, ils ont fait demi-tour en courant pour s'éloigner de là. C'était le corps d'une jeune adolescente nue, face contre le sol, et évidemment, c'était le corps de Kimberly Pitchford qui avait été assassinée par strangulation. Brooks Bracewell, 12 ans, et Georgia Gear, 14 ans. Environ une vingtaine de mois plus tard, soit le 6 septembre 1974, la police de Houston et de Galveston était à la recherche de 2 adolescentes, donc Bruce Bracewell de 12 ans et Georgia Gear de 14 ans, qui ne s'étaient pas présentées en classe. Encore une fois, on est très inquiet avec tout ce qui se passe autour, puis on se doute de ce qui est arrivé et on craint le pire. Et tu sais, on est en 1974, le terme « serial killer » commence à être popularisé à cause de toute l'affaire de Ted Bundy. Et ça rend tout ça encore plus inquiétant parce que tu te dis, OK, le seul tueur en série qu'on connaît, qui est dans les médias en ce moment, dont on parle ad nauseam, c'est Ted Bundy. Fait que, qu'est-ce qui est arrivé à nos filles, à nos amis? Qu'est-ce qui se passe? C'est qui le serial killer qui s'en prend à ces filles-là au Texas? Bref, 2 ans plus tard, le 18 avril 1976, les ossements de Brooks et de Georgia sont enfin retrouvés. Les 2 adolescentes avaient été assassinées avec un coup fatal à la tête. Susie Bowers, 12 ans. Et ça continue. Le 21 mai 1977, on a Susie Bowers de 12 ans qui a quitté la maison de sa grand-mère pour se rendre à la plage près de chez elle pour retrouver des amis puis pour se faire bronzer. Et elle non plus, elle s'est pas rendue, puis il y a son amie qui l'a attendue à la plage toute la journée, puis quand elle est rentrée, elle a appelé la famille de Susie pour dire « Hey, qu'est-ce qui se passe? Elle est où, Susie? » Et le soir même, on a signalé sa disparition. La police a immédiatement dit à la famille de Susie que Susie avait fugué. Tu sais, c'est fou quand même de dire ça après autant de disparitions d'adolescentes. La famille de Susie était comme « Non, on sait qu'elle a pas fugué parce que premièrement, elle avait plein d'argent de poche. Elle aurait amené son argent de poche avec elle, elle l'aurait pas laissé ici si elle avait prévu fuguer. Elle a pas fait de valise ni quoi que ce soit. Non, on connaît notre Susie de 12 ans. Elle n'a pas fugué. En mars 1979, donc près de 2 ans après la disparition de Susie, il y a son squelette qui a été retrouvé pas loin de l'endroit où les ossements de Colette Wilson ont été retrouvés. C'est incroyable comment c'est triste. Toutes ces histoires-là, c'est... et un fun fact, là, en fait, il y a vraiment rien de fun là-dedans, là, c'est une expression, mais anecdote, fait intéressant. Quand Henry Lee Lucas, le tueur en série, a été arrêté en 1982, les policiers l'ont emmené faire un genre de tour de l'endroit, de la ville, de l'État, pour qu'il indique vraiment les endroits où il avait tué. Ouais. Puis il a fini par dire que c'était lui qui avait probablement tué Susie Bowers, mais il était pas sûr. Mais là, avec du recul, quand on a vérifié, il n'y a aucune date, il n'y a aucun détail, aucun lieu qui concorde. Donc non, c'est pas lui. Mais lui, il disait que peut-être c'était lui, mais il était pas sûr non plus. Bref, le meurtre de Susie Bowers va être le dernier meurtre des années 70. Il n'y a aucun meurtre qui a été résolu, sauf les meurtres de Ronnie Johnson et de Sharon Shaw. Mais ils n'ont pas été résolus non plus. C'est que Michael Self a été poussé à confesser ces meurtres-là, puis il a été arrêté et condamné en prison pour ces meurtres-là. Fait que dans la tête des enquêteurs et tout ça, les meurtres de René et de Sharon sont résolus, mais on sait, vous savez comme moi, que c'est faux, qu'il n'a pas commis, donc ces meurtres sont toujours irrésolus. Mais c'est fâchant pour les familles de ces filles-là parce que quand on parle des meurtres des Texas Killing Fields, oui, ils sont inclus dans la liste de meurtres, mais on considère quand même légalement qu'ils ont été résolus. Suspect numéro 2,
Edward Harold Bell. En 1998, il y a un homme du Texas qui était déjà incarcéré pour des meurtres qui a écrit 2 lettres. L'une était adressée au bureau du procureur de Harris County et une autre qui était adressée à celui du Galveston County. Dans les lettres, l'homme affirmait être responsable des meurtres des 11 filles assassinées près de l'autoroute I-45. L'homme en question prétendait aussi avoir été brainwashé, ce qui l'aurait poussé à commettre des meurtres aussi terribles, mais que s'il faisait face à un procès, il plaiderait non coupable, car selon lui, c'est pas de sa faute s'il a été brainwashé. Il a quand même fourni des détails intéressants par rapport au meurtre de Debbie Ackerman et de Maria Johnson. Par exemple, il dit qu'il leur aurait tiré dessus avec un pistolet .357 Magnum et que leurs chevilles et leurs poignets avaient été attachés par un fil blanc. Donc pas mal tout ça était vrai, sauf le type d'arme, et la lettre était signée Edward Harold Bell. Et tout ça est super intéressant parce que les détails qu'il mentionne sont pas trop loin de la vérité. Donc, est-ce que c'est réel? Est-ce que ces informations-là qu'il dit sont de réelles confessions ou c'est juste des inventions d'un homme un peu fou? Et savez-vous ce qui est complètement fou? C'est que entre le moment de la condamnation de Michael Self et la confession de Ed Bell. Donc, quand Edward Bell a écrit ses lettres, il a confessé, c'était pas assez une confession pour l'arrêter, OK? Fait que s'il n'y avait pas d'autres preuves autres qu'une confession, c'était vraiment pas suffisant pour lui faire un procès pour l'arrêter. Mais Michael Self, il y avait juste une confession sans autres preuves et c'était suffisant pour l'envoyer en prison pour toute la vie. C'est fou quand même quand on pense à ça, parce que Michael Self, c'est très probablement pas lui qui a commis les meurtres. En fait, on sait que c'est pas lui. Puis Edward Bell, ben c'est possible que ça soit lui, mais il a pas été envoyé en prison parce que ses confessions n'étaient pas valides. Mais bon, c'est sûr que tout ce qu'il dit, c'est vraiment pas à prendre à la légère. Pour vous faire un petit portrait de Ed Bell, c'est un homme qui vivait sur l'île de Galveston au moment des meurtres. Il était copropriétaire d'une boutique de plongée sous-marine. C'était un homme d'affaires avec beaucoup de succès. Et tu sais, quand il pense, il y a plusieurs victimes qui ont été kidnappées sur la plage ou en allant à la plage, et même qu'il y a plusieurs victimes qui ont mis les pieds dans son commerce. Donc là, ça le relie pas mal aux victimes des années 70. Auprès de ses proches, il était considéré comme un gars super gentil, serviable, qui avait jamais été violent. Ceci dit, il y avait un passé assez inquiétant. Par exemple, en 1966, il a été arrêté après s'être exposé auprès de jeunes filles. On l'a ensuite interné dans un hôpital psychiatrique et il a été arrêté à nouveau en 1969 pour la même raison. Et encore une fois, il a été envoyé dans un hôpital pour un traitement psychiatrique. Mais vraiment, moi, je pense que c'est un suspect super intéressant. Tu sais, par exemple, quand Debbie Ackerman et Maria Johnson ont disparu, on les a vus en train d'embarquer dans une vanne blanche conduite par un homme. Et à l'arrière de la vanne, il y avait comme un sticker de signe de peace, OK? Ben, Edward Bell, il s'est fait arrêter en 1972. Il était en train de s'exposer indécemment à une jeune fille. Et quand il était arrêté, ben, il conduisait une vanne blanche. Sinon, avant de disparaître, apparemment que Ronnie Johnson et Sharon Shaw se tenaient comme avec une gang de gars plus vieux, là, des gars à peu près dans la trentaine, et l'un de ces gars-là conduisait aussi une vanne blanche. Est-ce que c'était Edward Bell? On sait pas, mais bon, la vanne blanche revient pas mal dans toutes ces histoires-là. Plus tard, on sait que Edward Bell a déménagé pas loin du Bayou Turner, où les corps de Debbie Ackerman et de Maria Johnson ont été retrouvés. Et de plus, l'endroit où les corps de Bruce Bracewell et de George Gere ont été retrouvés, c'est un secteur où Edward Bell avait acheté un bout de terrain. Et tu sais, un peu plus tôt, j'ai dit que Edward Bell avait confessé, avait écrit des lettres alors qu'il était déjà en prison pour un autre meurtre. Et là, j'ai pas le choix de vous raconter ce meurtre-là, c'est comme sorti d'un film. Bon, ça n'a pas vraiment de sens, ça n'a pas de lien avec ces histoires-là, mais j'ai pas le choix de vous raconter. Donc, écoutez ça, c'est vraiment fou et très tragique, mais fou. Donc, le 24 août 1978, Edward Bell était stationné devant une maison dans un quartier résidentiel. Il y avait des enfants qui jouaient dehors et lui était dans sa voiture en train de se masturber. Gros dégoûtant. Quand les filles l'ont vu, ils se sont mises à crier et sont entrées chez elle. Et là, le père, Larry Dickens, il est sorti de sa maison puis il s'est mis à engueuler Edward Bell. Et il est entré dans la voiture de Edward Bell
pour y enlever ses clés de voiture en attendant que la police arrive. Vraiment bonne idée. Mais là, Edward Bell, carrément en panique et en colère, il a attrapé une arme qu'il avait dans sa voiture et il a tiré sur Larry Dickens à 4 reprises. Mais ça l'a même pas achevé. Donc Larry Dickens a couru, il est allé se cacher dans son garage et ça a permis à Edward Bell d'aller s'emparer de sa carabine qu'il avait dans son coffre de voiture et il s'est rendu et il a vraiment tiré sur Larry Dickens pour l'achever. C'est tellement fou et vraiment con quand tu y passes. Ok, oui, c'est fait pogner en train de se masturber devant des filles. S'il avait été arrêté et envoyé en prison pour ça, la peine est tellement minime comparée à aller en prison pour un meurtre, puis c'était sûr qu'il allait se faire attraper. Fait que je comprends pas sa logique à ce moment-là, là. Il y en a eu aucune. Bref, étonnamment, après ce meurtre, il a eu la possibilité de payer sa caution et de sortir de prison en attendant son procès. Et pendant qu'il est sorti de prison, ben, il a réussi à s'enfuir du pays et il a été 14 ans comme fugitif. Écoute, je trouve ça tellement fou. Pendant qu'il était recherché par la police, il est entré par effraction chez une femme pour, je sais pas si pour l'agresser, pour lui faire peur, mais la femme s'est rendue compte qu'il était là parce qu'elle est sortie de sa douche puis elle l'a vu dans son miroir de salle de bain. Comme un film, là, comme un film d'horreur. Et là, elle a réussi à s'emparer d'un pistolet qu'elle avait chez elle et menacer Edward Bell du bout de son pistolet, puis il s'est enfui, puis bon, il n'est jamais retourné chez cette femme-là. En 1985, Edward Bell a été nommé comme étant l'homme le plus recherché au Texas. Et en 1992, il y a l'émission America's Most Wanted qui a parlé du meurtre de Larry Dickens, parce qu'effectivement, c'est comme extraordinaire, là. Pas extraordinaire, mais c'est pas ordinaire comme histoire. Et ils ont fait comme ils ont rejoué la scène pour montrer ce qui est arrivé. Et la personne qui joue le rôle de Larry Dickens, c'est Matthew McConaughey, avant qu'il soit connu. C'est complètement malade. Puis après la diffusion de cette émission-là, il y a quelqu'un qui a reconnu Edward Bell comme étant genre son voisin au Panama. Fait que l'autre, il était rendu au Panama, puis il se cachait. Puis il y a quelqu'un qui l'a reconnu, puis qui l'a dénoncé, puis il a finalement été arrêté. Puis il y a une journaliste qui a échangé plusieurs lettres avec Edward Bell une fois qu'il était en prison. Puis il lui a avoué avoir tué 11 filles, 5 en 1971 et 6 à partir des années 1975. Il les appelait carrément « The 11 who went to heaven », donc les 11 filles qui sont allées au paradis. Malgré toutes ces confessions, pourquoi il n'a pas été arrêté pour ces meurtres-là? Pourquoi il n'a pas été condamné? Ben, comme je vous l'ai dit plus tôt, la loi stipule qu'une simple confession n'est pas assez pour arrêter quelqu'un. Et bon, je vais vous parler plus tard du livre que j'ai lu pour cette vidéo, mais la journaliste ou la fille qui a écrit le livre, Catherine Casey, a vraiment tout réouvert les dossiers, tout ce qu'elle avait en sa possession par rapport à ces histoires-là, à ces meurtres-là. Elle a vraiment tout réenquêté, là, vraiment. Puis elle se demande aussi pourquoi il n'a pas été arrêté suite à ses multiples confessions. Et on peut se demander, est-ce que les détails qu'il donnait dans ses lettres ou dans les policiers étaient vraiment inconnus du public ou il a pu trouver ça dans les journaux? L'affaire, c'est que tout ce que Edward Bell a dit se trouvait dans des articles de journaux. Il y avait tous été rendus publics. Fait que ça se peut qu'il ait lu les journaux, qu'il ait relevé des petits détails, puis qu'il ait tout donné ces détails-là à la journaliste avec qui il a échangé des lettres. Mais en même temps, est-ce qu'il se serait rappelé de tous ces détails-là en les lisant une ou deux fois sur des journaux? Tu sais, parce que il l'a lu dans le journal, mais il n'a pas gardé nécessairement les découpures de journaux, là. Tu sais, on ne sait pas, mais bon, c'est pas impossible non plus. Finalement, il a fini par retirer ses confessions. Il a dit qu'il avait tout inventé et il est mort en prison en 2019. When did you start flashing girls? When I was about 25 years old, I became a flasher. What made you do that? What made you flash? That's a real good question. I think I had a very hyperactive hormone system. I think my testosterone level was very, very high. Did you kill Debbie Ackerman and Maria Johnson? No, I did not. Did I you had have them in sex my with them? van. I let them out at the Martini Theater and with the setup for Saturday morning at 10 o'clock. Did you have sex with them? No.
no. But you confessed to their murders. Right, right. But Why? I did not, so that the state would kill me. I was suicidal at that time. Donc, j'imagine qu'on ne saura jamais si c'est lui. Personnellement, ma note sur 10 en tant que suspect potentiel, je crois que je lui donnerais un 5 sur 10. C'est un suspect intéressant, mais il y en a d'autres encore plus intéressants que vous allez voir un peu plus tard dans la vidéo. Là, je sais que ça fait vraiment longtemps que je parle, mais on n'a pas fini du tout. Laura Miller, 16 ans. Ce qui fait peur dans tout ça, c'est que, oui, il y a eu beaucoup de meurtres dans les années 70, mais les meurtres ont continué dans les années 80. Au début du mois de septembre en 1984, il y a Laura Miller de 16 ans et sa famille qui venaient d'emménager dans la ville de League City. Le 10 septembre, alors qu'il défaisait des boîtes, Laura voulait appeler son petit ami, mais il n'y avait toujours pas de téléphone installé chez elle. Donc, elle s'est rendue au petit dépanneur, au petit marché du coin pour appeler son petit ami depuis la cabine téléphonique. Sa mère est allée porter sa fille, puis elle l'attendait comme dans la voiture, puis Laura a dit à sa mère, « Écoute, attends-moi pas, là, tu peux retourner à la maison, je vais rentrer à pied, c'est juste 2 kilomètres. » Vraiment pas stressant. Malheureusement, Laura n'est jamais rentrée à la maison. Et c'est la deuxième journée de sa disparition après multiples recherches de la part de sa famille et de son petit ami qu'ils ont décidé de signaler la disparition de Laura auprès de la police. Bien sûr, sans surprise, le policier au bout du fil n'avait pas l'air stressé du tout. Il a dit « Écoute, Laura a 16 ans. Elle a sûrement fugué, elle va rentrer. » Mais le père de Laura savait très bien que c'était faux parce que Laura était épileptique et elle prenait ses médicaments là, religieusement. Elle ne manquait jamais une journée. Jamais elle serait partie sans sa médication parce qu'elle sait à quel point sa médication est essentielle à sa survie. Donc oui, la famille était inquiète, mais quand le père de Laura a su que 11 mois plus tôt, il y a une autre jeune femme qui a disparu de League City, que là, il a paniqué. Heidi Fye, 25 ans. Heidi était une jeune maman de 25 ans qui n'habitait qu'à quelques kilomètres de la maison de Laura Miller. Heidi travaillait comme barmaid dans un petit bar du coin. Le soir du 7 octobre 1983, Heidi a quitté sa maison puis elle a décidé de faire de l'autostop pour se rendre à Houston pour aller rendre visite à son petit ami. Quand le petit ami de Heidi a appelé sa famille pour dire qu'il n'était toujours pas arrivé, là, la famille de Heidi a paniqué. It's getting to us now that we don't know what's happening at the police department. I'm sure that they whatever information they have, they don't want no one to know. But it's going at my inside now to the point that I'm beginning to feel that the police department of Lake City may have dropped the case by on me. I don't know why I have this feeling because they have not talked to me. Et c'est fou parce que Heidi, elle avait l'habitude d'aller au petit dépanneur du coin pour se servir de la cabine téléphonique où Laura a disparu également. Puis on a parlé au commis, puis elle se rappelle très bien que la soirée du 7 octobre, Heidi s'est servie de la cabine téléphonique avant qu'elle disparaisse. 6 mois plus tard, au mois d'avril, il y a une famille qui jouait dehors sur leur terrain et leur chien est comme sorti du boisé et il tenait quelque chose dans sa gueule. Et bien vite, la famille s'est rendue compte que leur petit toutou ne tenait pas qu'une simple balle dans sa gueule, mais bien un crâne humain. Quand la police est arrivée sur les lieux, ils ont fouillé le petit boisé en question et sont vite tombés sur un squelette derrière un arbre. Les vêtements de Heidi n'étaient pas trop loin, donc en faisant l'autopsie, on a pu identifier Heidi, puis on a su aussi que à cause de ses multiples côtes brisées, on a su que la pauvre femme avait été battue à mort. En apprenant qu'il y a une autre femme qui était disparue de Lee City quelques mois avant la disparition de sa fille à lui, le père de Laura, il a absolument voulu savoir c'est où que le corps de Heidi avait été retrouvé parce qu'il se disait ben, ma fille a disparu aussi, on va aller fouiller le boisé, peut-être que ma fille va être retrouvée à cet endroit. Puis les policiers, ils voulaient pas. Ils disaient premièrement, on peut pas y aller parce que c'est une propriété privée, puis ils voulaient pas lui dire où ils avaient fouillé, ça c'est fou. Puis
Pour les policiers, il n'y avait aucun lien parce que Heidi, c'est une mère monoparentale de 25 ans, une serveuse dans un bar. Donc, selon les policiers, ils insinuaient un peu que Heidi l'avait cherchée, tandis que Laura, c'était une adolescente de 16 ans, inoffensive. Il n'y a aucun lien entre les deux. Puis de toute façon, selon la police, ben Laura avait fugué. Elle n'avait pas été enlevée ou assassinée. Fait que c'est fou quand même quand les personnes qui sont en charge de retrouver ton enfant ne croient même pas qu'ils doivent faire une enquête. Qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? T'es dans marde, là. Le 4 février, la mère de Laura, qui lisait le journal local, elle a appris que la veille, donc le 3 février, les corps non identifiés de 2 femmes avaient été retrouvés dans le même boisé où Heidi avait été retrouvée. Bien sûr, les parents s'y attendaient. L'un des 2 corps retrouvés était celui de leur fille. C'est fou, hein? Ils l'ont appris dans le journal. Genre, la police n'a même pas eu la décence d'appeler les parents pour leur dire « Hey, juste un petit heads up, on a retrouvé des corps non identifiés de femmes. » Fait que ça se pourrait que ça soit votre fille, mais non, ils ont même pas averti les Miller. Bon, horrible. Et ce qui est fâchant, c'est que le père de Laura, il savait très bien qu'en fouillant le boisé, l'endroit où le corps de Heidi avait été retrouvé, probablement qu'il tomberait sur le corps de sa fille. Il savait, mais il n'arrivait pas à obtenir une réponse des policiers. Il demandait il était où le boisé. Les policiers ne voulaient pas lui répondre, puis il lui disait de toute façon, c'est une propriété privée entourée d'une clôture, fait qu'elle sait même pas d'aller voir. C'est complètement faux, parce que quand on a retrouvé les corps, le père de Laura s'est bien rendu compte qu'il n'y avait pas de clôture du tout, puis qu'il aurait très bien pu aller chercher lui-même. Mais aussi, il a été 2 ans dans l'attente. 2 ans qu'à chaque fois que le téléphone sonnait chez lui, il paniquait, il se disait « Ok, c'est sûrement ma fille, ça y est, c'est ma fille qui a été retrouvée. » 2 ans, là, de dépression. Le père, il a perdu son emploi, il a fait faillite. 2 ans d'horreur, alors que je pense que sa fille aurait pu être retrouvée dans les jours suivant sa disparition si la police avait réellement cherché. Fait que c'est terrible tout ça. Jane Doe, 22 à 30 ans. Donc oui, on avait retrouvé le corps de Laura Miller, mais il y avait le corps d'une autre jeune femme à identifier. C'était un corps en état de décomposition assez avancé, mais pas encore squelettique, et il était positionné juste à côté de celui de Laura, près de l'endroit où Heidi avait été retrouvée également. La Jane Doe semblait être âgée entre 22 et 30 ans. Elle avait une grosse craque entre les dents et on estimait qu'elle était morte environ 2 semaines plus tôt avec une balle dans la tête. Et fait intéressant, je suis allée fouiller parce qu'au moment que, je sais pas, ce livre a été écrit dans les années 2000, là, 2015, ok? Fait que c'était une Jane Doe quand j'ai lu le livre, puis je me suis dit, mais le corps a peut-être été identifié. Oui, donc la Jane Doe a été identifiée en 2019 grâce à GED Match. Et Jane Doe était en fait Audrey Cook, de 30 ans, qui avait disparu en décembre 1985. Janet Doe, 24 à 34 ans. Et ce n'est pas tout. Il y a une autre Jane Doe qui a été retrouvée le 8 septembre 1991, 7 ans après la disparition de Laura Miller. C'est un couple qui faisait une randonnée en cheval près du boisé où tous les corps ont été retrouvés. Et ils sont tombés sur le corps de la femme qui était dans un état de décomposition très avancé lui aussi. Il a été retrouvé aussi en dessous d'un arbre. La femme nommée Janet Doe avait entre 24 et 34 ans et elle aurait été étranglée manuellement. Et bien là, ça faisait quand même la 4e victime qu'on retrouvait à cet endroit-là. Et là, je suis aussi allée faire mes recherches, puis elle a aussi été identifiée plusieurs années plus tard, aussi en 2019. Il s'agissait de Donna Prudhomme, de 34 ans, qui avait été vue pour la dernière fois en juillet 1991. The investigation now is hopefully going to just take a whole new turn. League City Police Lieutenant Michael Buffington says advances in DNA in genealogical research finally led investigators to identifying Cook and Prudhomme decades after their bodies were discovered. Interviews with family helped police find out how the women made it to this area. Now, the public's help is needed in piecing together the last year to year and a half of their lives. Suspect numéro 3, Robert Abel. Suite à ces meurtres terribles, il y a un nouveau suspect
que fait surface. Un suspect qui est, selon moi, le plus intéressant parce que c'est loin d'être un ticoun, là, comme on dit au Québec. C'est un homme très éduqué, très intelligent, qui aurait pu commettre autant de meurtres et s'en sortir. Donc, le nouveau suspect s'appelait Robert Abel, un homme dans la cinquantaine, un ancien ingénieur qui travaillait pour la NASA et qui était maintenant retraité. Bref, Robert Abel possédait un lot de terrain près de la route Calder Drive, l'endroit où les corps des 4 femmes ont été retrouvés. Et c'est intéressant ici parce que dès la première disparition, Robert Abel aidait énormément les policiers. Là, il leur avait même prêté de ses chevaux pour aider dans les battues. Il donnait de ses conseils non sollicités aux policiers. Bref, il s'intéressait énormément au meurtre. Il y a un profileur du FBI qui avait fait un profil de ce à quoi pouvait ressembler le tueur de toutes ces jeunes femmes au Texas au niveau personnalité. De quoi il aurait l'air? Il serait comment? On parlait d'un homme probablement très méthodique, organisé, un tueur en série / violent en série, un homme avec une extrême intelligence qui avait probablement un historique de maltraitance d'animaux. Et effectivement, tout ça fitait extrêmement bien avec Robert Abel, un homme, encore là, très méthodique, très logique, et je vous donnerai pas de détails, mais il maltraitait énormément les animaux. Et les femmes qui l'ont fréquenté le décrivent comme étant un homme avec un tempérament très violent qui entrait dans des rages là, incontrôlables. En novembre 1993, il y a la police de League City qui a réussi à obtenir un mandat pour fouiller sa propriété. Ils ont trouvé un fusil de calibre .22, le même type de fusil qui aurait tué Jane Doe, ainsi que plein de coupures de journaux qui parlaient des meurtres. Malheureusement, tous ces objets étaient loin d'être suffisants pour l'arrêter pour les meurtres, là, on s'entend. Et lui, depuis le départ, Robert Abel, il nie son implication dans les meurtres. Their idea was that I would have bought this property so I could come back to the sites where these bodies were located and gloat over the success of a murder. Charges were never filed, and to this day, Abel says he's innocent. Are you responsible for the 4 bodies that were found on this property? Absolutely not. And you know, another thing that really... Absolutely not. Absolutely not. Absolutely not. En 1999, il s'est même plaint à un journal local d'à quel point toutes ces fausses accusations avaient vraiment lourdement nui à sa réputation et à son bien-être. Et en 2000, il a fini par s'enlever la vie. Et écoutez ça, avant qu'il s'enlève la vie, il aurait écrit une lettre à un de ses amis en lui disant qu'il n'arrivait plus à dormir, qu'il était en train de virer fou parce que il y avait les esprits des femmes mortes qui le hantaient la nuit puis qui l'empêchaient de dormir. Puis moi, je me suis toujours dit ça. J'ai dit, tu sais, les tueurs, là, les gens qui tuent une ou plusieurs personnes, est-ce que, si tu crois à ça ou pas, là, est-ce que tu sens que t'es hanté après ces meurtres-là? Comment tu fais pour vivre? Parce que, tu sais, quand tu crois un peu aux esprits, des fois, t'es tout seul chez toi, puis t'as peur. Tu sais, tu penses à des esprits, puis t'as peur. Tu sais, tu peux te faire des scénarios assez rapidement, là, puis tu peux tomber dans une genre de psychose tout seul, puis avoir vraiment peur. Mais imagine quand t'as commis des meurtres, à quel point tu dois avoir peur quand t'es tout seul chez toi. Si tu crois un peu à ça, tu sais. Puis, plus ça va, plus peut-être que la culpabilité vient te ronger. Fait que tu y penses de plus en plus, puis ça t'empêche carrément de dormir. Je sais pas si tu peux voir même des apparitions, tu peux entendre des bruits, tu peux entendre quelqu'un qui dit ton nom. Bref, ça doit être terrifiant. Cet homme est encore une fois très intéressant, mais on ne saura jamais si c'est lui qui a commis les meurtres. Mais moi, je lui donne un bon 7 sur 10 de culpabilité selon Victoria Charlton. Bon, ça veut rien dire, mais je pense que c'est un suspect très intéressant. Suspect numéro 4, Clyde Edwin Hedrick. À part Robert Abel, il y a un autre suspect que je trouve tout aussi intéressant, sinon plus, un certain Clyde Edwin Hedrick. Quand Laura Miller a disparu en 1984, Hedrick il vivait carrément sur la même rue qu'elle. Et ce qui a surtout intéressé les policiers, c'est que le 29 juillet 1984, Hedrick a été vu en train de sortir d'un bar, le même bar où Heidi Fry travaillait. Et d'ailleurs, Hedrick était un client régulier, donc c'est très possible qu'il ait connu Heidi avant qu'elle meure. Bref, écoutez ça, il sortait du bar avec une certaine Ellen Ray Beeson de 29 ans.
avant qu'elle ne disparaisse elle aussi. C'était une amie de Ellen et de Hedrick qui les a présenté une certaine Candy. Et quand Candy elle a su que son amie Ellen avait disparu, ben, elle a tout de suite soupçonné Hedrick. Elle a dit c'est moi qui les ai présentés, puis j'aurais peut-être pas dû. Et quand Candy elle a comme confronté Hedrick par rapport à ça, hey, est-ce que ça pourrait être toi qui aurais tué, kidnappé Ellen? Et là, Hedrick lui a répondu du tac au tac. Tu veux savoir, elle est où, Ellen? Suis-moi, je vais te montrer. Donc, il a amené Candy dans un genre de terrain vague près de la traque de chemin de fer. Et dans un ravin où il y avait plein de déchets, des mauvaises herbes, il a levé une pile de pneus abandonnés et lui a montré le corps de son ami qui était en pleine décomposition. Et Candy s'en rappelle très bien parce qu'elle se rappelle avoir aperçu la petite chaînette en or dans le cou du cadavre qu'elle voyait, puis c'était la même chaîne que son ami portait. Ensuite, Hedrick a mis les choses au clair, il a expliqué qu'est-ce qui s'est passé quand Hedrick et Ellen sont sortis du bar le 29 juillet. Donc apparemment, moi je crois pas à ça du tout, mais qu'ils sont sortis du bar, puis Ellen voulait absolument aller nager, fait qu'elle a dit à Hedrick genre « Amène-moi à tel petit lac, je veux aller me nager durant la nuit ». Fait qu'ils seraient allés ensemble, puis Ellen se serait baignée dans le lac, tandis que Hedrick était juste à côté de sa voiture, puis il buvait des bières. Puis à un moment, il s'est rendu compte qu'il n'entendait plus aucun bruit. Donc, il s'est approché du lac, il a appelé le nom de Ellen, il n'entendait rien. Puis c'est là qu'il a vu le corps de Ellen en train de flotter sur le lac. Elle s'était noyée. Hedrick a sorti son corps de l'eau, puis au lieu de l'amener à l'hôpital ou d'appeler la police, il a comme paniqué, puis il a décidé de se débarrasser de son corps dans un ravin qui était pas trop loin de là. Fait que c'est ça. Puis il a raconté cette histoire-là à son amie Candy, puis il lui a fait promettre de ne rien dire. En juillet 1985, Candy a finalement décidé de tout avouer à la police et de les amener au terrain vague où effectivement il y avait des restes humains. Au moment de l'autopsie, le médecin légiste n'a pas pu confirmer la cause de la mort, donc on saura jamais si cette histoire de noyade est vraie, même si j'en doute fortement. Mais Clyde Hedrick a seulement été accusé d'outrage à un cadavre et a juste été condamné à 1 an de prison, pas plus. Des années plus tard, le corps de Ellen a été exhumé, puis en refaisant une autopsie, on a remarqué qu'elle avait comme une grosse fracture sur le crâne, chose qui n'avait pas été notée à la première autopsie. C'est quand même étrange de manquer une aussi grosse fracture à un crâne. Fait que là, si on trouve ça, ça veut pas mal dire qu'elle a été victime d'un homicide. Là, ça change toute la donne. I'm Lieutenant Tommy Hansen with Galveston County Sheriff's Office, Agent Renison with the FBI, and you're Clyde Edwin Hedrick, right? Yes. Okay. We exhumed her body, and we dug it up, Right. and you ought to see the fracture is there, and that's what we got. That's what we got to figure out, how it got there. So I need your help on telling us how it got there. I don't know how it got there, because there's no way possible that, no way without. You're saying that you and her were the only ones there, and she was fine. Yes. Everyone else is gone. Next thing you know, she's dead. She's got a massive skull fracture. I don't believe that. Well, I know. I don't know There's no way in how hell. I guess there is a way in hell, because it happened. This isn't a theory we have. This isn't something we're saying, well, maybe she had a skull fracture. No, she had a skull fracture. But I don't know how it got there, my point. Donc finalement, en 2013, Clyde Hedrick a été arrêté pour le meurtre de Ellen Ray Beeson. Et une fois en prison, Hedrick se serait confié à 3 détenus différents et se vantait d'avoir violé et tué la jeune Laura Miller et qu'il aurait aussi tué Heidi Fye. Donc une note sur 10, moi je pense que c'est un 10 sur 10 pour ces meurtres-là, mais ça veut pas dire que c'est lui qui a tué les femmes dans les années 70 non plus. C'est ça qui devient embêtant, là. C'est que possiblement qu'il y a plusieurs tueurs en série qui se sont succédés. Crystal Baker, 13 ans. La prochaine victime s'appelle Crystal Baker et fun fact, elle était reliée à Marilyn Monroe. Crystal était une jeune adolescente de 13 ans
qui était décrite comme étant très déterminée et avec un fort caractère. C'est le 5 mars 1999 que Crystal a disparu. Cette journée-là, elle s'est réveillée puis elle se sentait pas bien, elle se sentait malade, donc elle a décidé de ne pas aller à l'école et de rester à la maison. Mais bon, elle devait pas être si malade que ça parce que vers 14h, elle a décidé d'aller rejoindre son amie pas trop loin, qui elle aussi était restée à la maison parce qu'elle était supposément malade. Bon, donc vers 14h, Crystal a quitté sa maison et elle a décidé de se rendre à pied chez son amie. Donc, elle marchait sur la route principale, le Texas Avenue, où il y a vraiment beaucoup de gros camions puis des voitures qui roulent super vite. Et malheureusement, elle ne s'est jamais rendue chez son amie. Sa disparition a vite été signalée à la police, mais le soir même de sa disparition, il y a un couple qui pêchait là, dans la Trinity River quand ils sont tombés sur le corps d'une jeune adolescente. Sans surprise, le corps retrouvé était celui de Crystal et elle avait été battue vraiment des pieds à la tête, genre des orteils jusqu'aux yeux. Là. Elle avait des bleus et des égratignures partout. Elle a été agressée sexuellement avant d'être étranglée à l'aide d'une corde. Et c'est fou, quelque chose que j'ai retenu par rapport à cette histoire-là, c'est que il y a un policier, la mère de Crystal signale la disparition de sa fille, puis là, elle se fait appeler par la police qui lui demande de se présenter au poste de police, mais on lui dit même pas pourquoi. T'sais. Tout ce qu'elle sait, c'est qu'elle vient de signaler la disparition de sa fille. T'sais, ça peut être genre, on a retrouvé ta fille, elle est correcte, ta fille est à ton poste. Elle a aucune idée. Elle arrive au poste de police, puis il y a un policier qui fait juste lui montrer des photos du corps nu de sa fille sur une table d'autopsie, puis on lui demande d'identifier le corps de sa fille. C'est dégueulasse. Il avait même pas annoncé qu'il avait retrouvé sa fille, qu'elle était morte. Ils l'ont pas mise en garde, qu'elle allait lui montrer des photos de son corps. C'est fucking dégueulasse. Il sort de où, ce petit policier-là? Genre, j'ai lu ça, là, je bouillais. J'étais rouge. Chris, que c'est pas une vocation pour tout le monde. C'est vraiment pas donné, l'empathie chez les gens. Là. C'est l'affaire la plus terrible que je pense. Là, je me pompe. C'est une des affaires les plus terribles que j'ai lues de ma vie. Pour de vrai, là. Bref. Durant l'autopsie, on a pu... Tabarnak, hein? Quand même, là, j'y repense, là, encore, en parlant, là. Faut-tu... C'est un policier, là, il mérite de perdre son emploi. Vraiment, là. Genre, si j'avais son nom, là-dedans, je pense que je le harcelais. Ok, je vais arrêter. Tu sais, aussi, des fois, ce que les familles disent, c'est peut-être... Tu vois, il y a plusieurs versions, mais genre, c'est terrible. Durant l'autopsie, ils ont pu prélever des traces de sperme sur la petite robe de Crystal, ce qui est terrible de savoir ça, mais en même temps, c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'on a de l'ADN du tueur puis qu'on peut entrer ça dans la banque de données et éventuellement l'identifier. Donc, en entrant l'ADN dans la banque de données, il n'y avait pas de match qui est sorti automatiquement. On sait que c'était l'ADN d'un homme noir, mais on n'avait pas plus d'informations que ça pour le moment. Et finalement, en septembre 2010, donc 11 ans après le meurtre de Crystal, on a enfin pu identifier son tueur, donc un certain Kevin Edison Smith de 45 ans. Et comment on a réussi à l'attraper? Écoutez bien ça, c'est assez fou. En janvier 2010, en Louisiane, cet homme-là a été arrêté à cause d'une infraction de la route très mineure. Là. Il a juste genre dépassé une voiture sur une route de campagne, mettons. Il n'avait pas le droit de dépasser la voiture. Donc, il a été arrêté et en fouillant sa voiture, on a trouvé comme un sac de pilules illégales. Donc, il a été arrêté pour possession de drogue illégale, on s'entend. Et en Louisiane, la loi veut que pour n'importe quelle arrestation commise, on peut prendre l'ADN de la personne arrêtée. Donc, une fois qu'on prélève l'ADN, on le met dans la banque de données. Puis là, on peut vraiment résoudre plusieurs crimes. Parce que souvent, il y a plusieurs récidivistes, tu sais. Fait que si tu commets un crime, ça se peut que tu vas en commettre d'autres. Fait qu'en tout cas... Fait qu'on a pu identifier le tueur grâce à ça. Et effectivement, il a avoué avoir commis le meurtre de Crystal Baker, mais il nie son implication dans les autres meurtres. Selon ce qu'il dit, c'était vraiment un meurtre d'opportunité. Laura Smitter, 13 ans. Le matin du 3 avril 1997, il y a la petite Laura Smitter de 13 ans qui a décidé d'aller faire du jogging un peu avant le petit déjeuner. Quand elle n'est pas rentrée, ses parents se sont immédiatement inquiétés. Son père se demandait carrément est-ce qu'il s'est fait rentrer dedans par une voiture, est-ce qu'elle a fait un accident. Donc, il a appelé la police et
on a tout de suite rempli un rapport de disparition. Ça a été vraiment le contraire de toutes les disparitions d'avant, ça a été pris au sérieux immédiatement. Il y a eu 39 policiers assistés par le FBI qui ont commencé les recherches. Et ce n'est que 17 jours plus tard que le corps de la fillette a été retrouvé dans un petit étang non loin de la maison des Smithers. Laura a été retrouvée nue, sauf ses chaussettes, et elle a été battue et étranglée. Et immédiatement, les policiers avaient un suspect, un certain William Lewis Reese, parce que 5 mois avant la disparition de Laura, Reese était en libération conditionnelle de la prison de l'Oklahoma et il avait passé 15 ans en prison pour des charges de kidnapping et de viol. Fait que c'est quand même un crime qui pourrait ressembler à des crimes reliés au meurtre. Et étrangement, quand Laura a disparu, il faisait des travaux de construction dans le voisinage. Malheureusement, il a refusé de passer un détecteur de mensonges et les policiers n'avaient pas assez de preuves pour l'arrêter. Donc là, je vais vous parler de la dernière victime qui est Jessica Kane de 17 ans, qui a disparu quelques mois plus tard, soit le 17 août 1997. Cette soirée-là, Jessica jouait dans la pièce de théâtre de son école et après la représentation, elle et ses amis de la troupe de théâtre sont allés manger au restaurant tous ensemble. Et vers 1h du matin, Jessica était juste vraiment fatiguée puis elle a dit à ses amis qu'elle rentrait à la maison pour se coucher. Donc elle a pris sa voiture et elle n'est jamais rentrée. La voiture de Jessica a été retrouvée sur le bord de l'autoroute I-45. L'auto était verrouillée et à l'intérieur, il y avait son portefeuille, ses pièces d'identité et ses clés. Et il n'y avait aucun signe de vol. Mais là, petite pause, parlons du suspect numéro 5, William Reese. Donc, William Reese, c'était le suspect numéro 1 dans le meurtre de Laura Smither. OK, on s'en rappelle. Eh bien, il y a une femme de 19 ans, une mère de 2 enfants nommée Sandra Sapow, qui a vécu vraiment quelque chose d'horrible. Donc, dans la nuit du samedi 17 mai, Sandra a terminé son quart de travail dans le bar où elle dansait. Elle avait prévu passer la nuit dans un petit motel pas trop loin du bar, mais quand elle est arrivée, l'hôtel était complet. Donc, il s'est rendu à une petite cabine téléphonique du coin pour appeler une de ses amies. Et là, quand elle était au téléphone avec son amie, il y avait genre un dude random qui la dévisageait. Il était à côté de son pick-up blanc, puis elle aimait vraiment pas ça, puis elle a même dit à son ami au bout du téléphone, genre « Hey, il y a un gars qui me regarde, là, ça me fait vraiment peur. » Donc le plan de Sandra était de rembarquer dans sa voiture et de se rendre au Waffle House, qui était comme de l'autre côté de la rue, où son ami allait la rejoindre. Donc elle est entrée dans sa voiture, elle a conduit un peu, mais là, elle s'est rendu compte que son auto fonctionnait plus. Et là, bien sûr, on pouvait s'y attendre, elle s'est comme rangée sur le bord de la route et le dude au pick-up blanc, il l'a aperçu, fait qu'il s'est rangé à côté d'elle puis il a dit « Ah, tu embarque dans ma voiture, je vais aller te porter au garage, je suis là pour t'aider. » Elle est embarquée, puis le gars conduisait puis il a juste dit « Hey, peux-tu te pencher puis ramasser ça, genre dans le fond de la voiture? » Elle s'est penchée et là, l'homme lui a donné un gros coup à la tête et lui a mis son couteau à la gorge. Et Sandra, vraiment des bons réflexes, elle a réussi à se débattre et à se sauver. Et c'est vers 1h du matin que Sandra a été aperçue genre en détresse sur le bord de la route, en train de demander de l'aide. Là, il y a une voiture qui s'est arrêtée puis qui l'a amenée au poste de police. Et là, Sandra a pu décrire l'homme qui l'avait agressée. Selon sa description, c'est un homme blanc de 5 pieds 9, 200 livres, qui avait les cheveux blonds, une moustache. Et elle a aussi remarqué qu'il y avait comme des grosses poches en dessous des yeux. C'était vraiment un détail qui l'avait frappée. Fait qu'elle a été aussi très précise en décrivant sa vanne blanche. Donc, on parlait d'une vanne de marque Ford ou Chevrolet. Et elle se rappelle qu'il y avait même un coffre à outils en aluminium dans sa voiture. Et là, les policiers ont fait 1+1. OK, l'homme que tu nous décris ressemble étrangement du suspect du meurtre de Laura Smither, donc William Reese. Et là, si on pense à une autre victime, Jessica Kane, qui a disparu, on peut se demander si elle a aussi été victime de cet homme-là, parce que son histoire ressemble drôlement à celle de Sandra. Donc, William Reese a été appelé au poste de police. Il avait rasé sa moustache et il y avait un avocat à ses côtés. Et on l'a placé dans un line-up pour que Sandra puisse l'identifier à travers d'autres
personne qui pourrait lui ressembler. Bref, vous savez c'est quoi un line-up. Donc, un line-up devant elle et en moins d'1 minute, Sandra l'a pointé à dit c'est lui qui m'a agressé. Le nom de William Reese est finalement sorti dans les journaux. On le nommait le suspect numéro 1 dans 2 affaires de disparition, soit celle de Laura Smither et de Jessica Kane. Et là, les lignes se sont mises à sonner. Donc, une voisine de William Reese qui a appelé la police pour dire que 4 jours après la disparition de Jessica, William Reese a utilisé un gros bulldozer pour bouger un tas de fumier sur son terrain. Et c'était vraiment étrange, là. C'était comme à une heure bizarre, il bouge un tas de fumier, pourquoi? Bref, ça a été fouillé, mais malheureusement, il y a rien qui a été retrouvé. Et c'est pas tout. Il a aussi été nommé le suspect principal dans la disparition d'une autre jeune femme en Oklahoma, donc Tiffany Dobry Johnson, de 19 ans, qui a été kidnappée dans un car wash près de chez elle. Elle a été kidnappée le 26 juillet 1997, donc 3 mois après le meurtre de Laura Smither. Le corps de Jessica Kane a finalement été retrouvé il n'y a pas si longtemps, en 2016. Il a été retrouvé sur un terrain pas loin de l'aéroport de Houston et c'était justement William Reese qui avait guidé les policiers jusqu'à sa dépouille. Et ce n'est pas tout, il a aussi avoué être responsable du meurtre de la jeune Kellyanne Cox de 20 ans qui a disparu en juillet 1997 dans une station-service de la ville de Denton au Texas. Et c'est en 2022, donc il n'y a même pas 3 ans, que William Reese a été envoyé en prison pour les meurtres de Laura, Jessica et Kellyanne. Donc, bon, encore une fois, une note sur 10 parce qu'on sait que c'est lui, mais est-ce qu'il aurait pu commettre les autres meurtres? Encore une fois, moi je pense que c'est juste plusieurs tueurs en série qui ont fait tous ces meurtres en question. Donc voilà, mine de rien, on a passé à travers 18 victimes et 5 suspects. À quelle conclusion ça nous mène tout ça? Je crois que le plus effrayant dans cette vidéo-là, dans cette affaire-là, c'est que je vous ai parlé de 18 victimes, ce qui a semblé long, mais qu'il y a plus d'une trentaine de victimes en réalité. C'est vraiment un choix éditorial que j'ai fait. Là, je ne pouvais pas parler des 30 victimes, mais aussi les 18 victimes dont j'ai parlé. Catherine Casey en parle longuement dans son livre. Donc, c'est sûr qu'il y avait plus d'informations à ma disposition. Et tout comme moi, Catherine Casey se le demande là, dans son livre, pourquoi l'autoroute I-45? Pourquoi cette autoroute-là en question? Qu'est-ce qu'elle a de plus que les autres autoroutes? Parce qu'on l'a vu là, que la plupart de ces meurtres ne sont pas l'œuvre d'un seul tueur, mais bien de plusieurs tueurs, voire plusieurs tueurs en série. Fait que, qu'est-ce qui attire les gens dans cette région-là pour commettre autant de meurtres? En fait, qu'est-ce qui attire tous ces maniaques-là? Donc, premièrement, un fait assez important, c'est que la plupart des meurtres ont eu lieu dans le comté de Galveston, et c'est un lieu vraiment de vacanciers parce qu'il y a plusieurs plages, donc les gens y vont de manière temporaire. C'est un lieu touristique, c'est un lieu de vacanciers, donc c'est facile de se rendre sur place, de commettre tous les meurtres et de se pousser après sans jamais se faire attraper. Fait que ça, c'est quand même un élément qui contribue au nombre de meurtres élevés dans cette région. Et aussi, il faut le dire, c'est l'État du Texas, donc c'est un État qui est très très gros, qui est très vaste. Il y a beaucoup de plages, il y a des bayous, il y a d'énormes terrains vides, il y a des tracts de chemin de fer. Bref, il y a plusieurs endroits stratégique pour se débarrasser d'un corps. De plus, toujours dans cette région, ben c'est un endroit qui est assez industriel, donc il y a pas mal de travailleurs temporaires, tu sais, des gens encore là qui sont juste de passage, qui font un petit in and out sans jamais qu'on sache qu'ils sont allés là, dans le fond. Donc, c'est facile de commettre un meurtre, de s'en aller après, puis jamais se faire identifier. Et écoutez bien ça, savez-vous que dans les années 70-80, on pouvait compter environ 600 tueurs en série aux États-Unis. De ces tueurs, la moitié ont été actifs jusque dans les années 2000 environ. D'autres sont morts ou sont devenus carrément trop vieux pour continuer à tuer. Et d'autres ont été envoyés en prison pour d'autres crimes. Donc voilà, je pense pas que de raison très précise que cet endroit en question soit le secteur d'autant de meurtres. Mais en même temps, je pense que c'est un phénomène qui peut être observé si tu prends vraiment le temps de recenser tous les meurtres autour. Parce que, tu sais, on pourrait dire, hey, il y a 60 disparitions et meurtres non identifiés juste dans le secteur de Trois-Rivières. Qu'est-ce qui se passe? Tu sais, chaque région, tu peux faire ce genre de constat-là. Tu sais, si on pense au Highway of Tears, l'autoroute des larmes, il y a encore une fois plein de meurtres sur l'autoroute. Pourquoi cet endroit-là en question? Bon, il y a plusieurs facteurs, mais je pense que c'est ça, c'est un phénomène
qu'on peut un peu inventer pour n'importe quelle région. Hey, pourquoi il y a autant de victimes qui portent du rouge avant de mourir? C'est un phénomène bien précis ou c'est juste une constatation, puis là on fait comme une généralisation par rapport à ça? Bref, c'est une bonne question à se poser. Je vous recommande grandement ce livre-là, c'est Deliver Us, 3 Decades of Murder and Redemption in the Infamous I-45 Texas Killing Fields. Donc, c'est le livre de Catherine Casey. C'est vraiment un bon travail journalistique, là. Puis elle va en profondeur. Elle décrit en profondeur chaque victime, son passé, son histoire. C'est super intéressant. Puis je pense que c'est un bel hommage là, à rendre aux victimes. Fait que je vous le recommande. C'est une vidéo que je trouve qui est quand même pas facile à faire. Tu sais, le phénomène du Texas Killing Fields, je voulais vraiment en parler. Mais comment t'en parles sans trop parler des suspects, sans vraiment parler des victimes, mais pour pas que ça devienne redondant? Je trouve que c'est pour ça que je fais moins de vidéos de tueurs en série. Je trouve ça toujours un peu complexe. Mais j'espère que vous avez quand même aimé. Et ben sinon, on se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de garder l'œil ouvert. Over and out.